Je suis avec Madame Tissou Touré. Bonjour Madame. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes toute rayonnante. Merci, vous aussi. Merci. Alors, on va partager ce grand entretien en 3 parties. Déjà, vous serez avec moi tout au long de l'émission. Donc, on a votre parcours, réalisation. Je pense que je vais un peu vous surprendre. Ah bon? Oui. Après, il y aura le confessionnal pour des questions un peu plus particulières à vous. D'accord. Et la phase finale. Parfait. Vous êtes prête? Je suis prête. Écoutez. Madame Tissou Touré, de son vrai nom Aïssatou Diallo Touré, est une autrice, coach et femme d'affaires, formatrice en leadership et facilitatrice en intelligence collective. Originaire de Guinée, elle a fondé AT Experience, une entreprise spécialisée dans le développement humain où elle accompagne les individus et les équipes vers une meilleure cohésion et performance. Parcours professionnel, Tissou Touré a débuté sa carrière dans le secteur de l'exportation à Paris avant de retourner en Guinée en 2002 pour travailler dans une société d'assurance familiale. Elle a ensuite dirigé une usine de savon pendant 3 ans. En 2011, donc, elle a lancé 3 PME. Mais la pandémie d'Ebola, malheureusement, a contraint leur fermeture. Elle a ensuite travaillé chez Orange pendant plus de 7 ans, occupant divers postes, avant de se consacrer pleinement à sa passion pour le développement humain en créant AT Experience en 2022. Œuvre littéraire, Tissou Touré est autrice de 2 romans introspectifs, Tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences, sorti en 2019. Ce premier roman explore les conflits internes et les souffrances souvent tues, offrant une expérience sur l'identité de la résilience. Vivre le bonheur, sortir en 2025. Ce second ouvrage mêle fiction et coaching, proposant donc après chaque chapitre des outils pour aider les lecteurs à se reconnecter à eux-mêmes et à transformer leur douleur en force. Elle s'engage particulièrement en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, soulignant la volonté et la capacité des femmes africaines à surmonter les défis à réussir dans leur entreprise. C'est bien vous? Oui, c'est bien. C'est bien moi. Oui, d'accord. Vous avez bien fouillé, ça va. Oui. Il y a quelques petites choses à mettre au clair. Mais oui, bon, à mettre au clair, va. bien sûr, à rajouter. Et voilà, d'où votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Vous allez nous parler de tout ça, de votre conférence déjà qui se pointe à l'horizon bientôt. On va en parler. Donc, parcours et motivation, votre titre de coach, autrice, entrepreneuse, formatrice. Parlez-nous de ça. Même moi, je me surprends des fois. Je me dis, comment est-ce que je peux faire tout ça? Oui, tellement de casquettes. Tellement de casquettes, mais c'est ma personnalité. Moi, j'ai ça. besoin de faire beaucoup de choses. Mais toutes ces choses se rejoignent, en fait, à la fin. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques années, je me perdais un peu. J'étais un peu éparpillée. Et au fur et à mesure que je découvrais qui j'étais, et surtout que je découvrais ma passion, j'ai essayé vraiment de remettre tout ça ensemble. Et aujourd'hui, tout se complète. Oui, je suis autrice. Mais ça m'est tombé dessus, je ne savais pas que je pouvais écrire un livre. Il a fallu que je traverse des choses difficiles pour pouvoir mettre sur mots ces douleurs-là et pouvoir en guérir. Mais depuis toute petite, j'aime la littérature, j'aime l'écriture, mais de dire que j'allais écrire un livre, même moi, j'ai été surprise de le faire, et surtout un 2e livre. Donc là, je me suis dit, bon, Tissou, quand même, tu peux faire des choses exceptionnelles. Exceptionnelles, voilà, parce que nous, femmes, des fois, on se met trop de barrières, trop de limites, et malheureusement, il y a énormément de femmes en particulier, mais en général, énormément d'humains qui pourraient faire des choses fantastiques si déjà on croyait en nous, on se faisait confiance et on se disait, bon, allez, on fonce. Donc voilà pour le côté auteur. Ensuite, formatrice. Là aussi, ça m'est tombé dessus par hasard. Moi, j'ai commencé, comme vous l'avez dit, dans l'export de sucre. Je ne sais pas où vous êtes allé prendre cette information. Donc, j'ai étudié en France. Et j'ai commencé ma carrière donc, en tant qu'assistante export dans une société qui était à Paris, qui a malheureusement fermé. Et ensuite, je suis arrivée en Guinée en 2002 d'abord pour travailler donc, dans une société d'assurance qui avait été rachetée à l'époque par mon papa. Donc, je suis repartie en 2003 parce que je ne connaissais rien de l'assurance. Donc, il a fallu que j'aille me former. J'ai postulé, en fait, il y a eu la Fédération française des sociétés d'assurance qui offrait 2 bourses à toute l'Afrique francophone. Je me suis dit, bon, je postule, on verra bien.
parce que j'y croyais pas et finalement j'ai été retenue. Ouh, donc c'est là que je me suis dit, bah, bravo. t'es pas bête quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris et j'ai passé un an où j'ai préparé 2 diplômes. Donc un diplôme international d'assurance et une licence professionnelle d'assurance. Le diplôme international, je l'ai eu. La licence, je suis allée jusqu'au bout. Il fallait le finaliser par autre chose. J'étais fatiguée, je ne l'ai pas finalisé. Mais j'ai suivi la formation. Et quand je suis revenue, donc on m'a nommée directrice adjointe. Mais voilà, je suis restée un peu... mais travailler avec le papa, ça n'a pas été simple. Bon, il n'était pas là. Hein. Mais voilà, j'ai préféré démissionner. Et là, on m'a confié les rênes d'une usine de savon, un savon très connu. Je vais pas dire, je lui fais la marque, la publicité de personne. Donc, je suis restée 3 ans. Et ensuite, mais avant d'arriver à l'usine, j'avais déjà, c'est là que je dis que j'allais modifier quelque chose, j'avais déjà créé des entreprises pendant que j'étais employée. Donc, moi, le côté entrepreneuriat m'a touchée très tôt. Ben, normal, je suis dans une famille d'entrepreneurs. Et donc, quand j'ai arrêté à l'usine, je me suis consacrée à ces structures où j'en avais 3. D'accord. Donc, une maroquinerie qui s'appelait Passionata, une épicerie fine s'appelait, je ne me rappelle même plus du nom de mes entreprises, au panier gourmand, et une société de formation donc, qui s'appelait à l'époque Afri Consulting. D'accord. Donc voilà, donc un peu toutes ces structures qui marchaient super bien. Afri Consulting, à un moment, ça m'est tombé dessus par hasard, comme je le disais. Donc, c'est un ami français qui était à Abidjan. Quand il y a eu les problèmes à Abidjan, la guerre, il a tout perdu. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait venir en Guinée. On a monté cette boîte parce qu'on avait déjà collaboré. Et voilà. Et donc, toutes les autres structures, pareil. Et comme vous l'avez dit, il y a eu Ebola. J'ai dû fermer certaines entreprises, sauf Panier Gourmand. Panier Gourmand, je ne l'ai pas fermé. Et Passionata, je l'ai transformé en cadeau d'entreprise. J'ai essayé de tenir bon. C'était pas évident, mais jusqu'en 2005, pardon. Non, c'est ça, 2015. Oui, 2015, il a fallu chercher du travail. Pas facile à trouver parce que étant connue, étant fille de quelqu'un, j'ai eu du mal. Donc, il a fallu que j'aille m'ouvrir un peu à certaines personnes pour qu'on accepte de me donner du travail. Et j'ai passé à Orange, vous l'avez dit, 7 ans et demi où j'ai énormément appris. Et je pense que le message que je dirais derrière ça, c'est qu'il faut passer par certaines phases pour pouvoir toucher du doigt ce qui nous correspond vraiment. Et moi, je pense qu'il était écrit quelque part que je devais avoir toutes ces difficultés, que je devais intégrer Orange pour apprendre des choses. Parce que vous savez, quand on est issu de familles connues, aisées, des fois, il y a certains parents qui ne savent pas qu'il faut qu'on commence petit pour arriver, pour monter les échelons. Donc, on peut nous confier des responsabilités très jeunes alors qu'on n'est pas prêt. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a confié des responsabilités énormes alors que je n'étais pas prête. D'accord. Et voilà. Mais je ne regrette pas. Je suis tombée. Je suis tombée plusieurs fois, mais j'ai appris. Et quand je suis arrivée à Orange, j'ai vraiment appris ce que c'est qu'une entreprise. J'ai appris ce que c'est qu'une procédure. Je ne savais pas ce que c'était qu'une procédure. J'ai appris ce que c'était une hiérarchie parce que nous, on nous disait, voilà, tu es le boss. Mais là, il fallait redescendre un peu de son piédestal, de son trône et dire non, il y a des personnes qui peuvent être au-dessus de toi et tu dois respecter certaines règles. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on a été patron de société de se retrouver encore salarié. Mais je me suis dit, il faut que j'y arrive. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut se reconstruire. Et aujourd'hui, je dis merci à Orange parce que grâce à Orange, même si ça n'a pas été facile, j'ai pu apprendre énormément. Et c'est ça qui m'a permis de monter AT Expérience, mon entreprise aujourd'hui, qui accompagne l'humain parce que moi, je suis passionnée d'humain. Même si l'humain est difficile, des fois, tu as envie de lâcher. Mais je me dis non, je ne lâcherai pas. Je suis faite pour ça. J'ai touché du doigt ma passion. J'ai touché du doigt ce qui me fait vibrer, ce qui me fait tenir sur cette terre. Et je dis que c'est ça ma mission de vie. Donc, voilà un peu mon parcours sans rentrer trop dans d'autres détails. Bon, j'attends vos questions. D'accord. Aïssatou, Diallo, Touré. D'où le nom Tissou est venu? Tissou? Oui. Tissou, ça fait 41 ans. Bon, comme ça, vous allez connaître mon âge. En fait, quand j'étais en France, à Angers plus précisément, j'avais une amie qui n'arrivait pas à dire Aïssatou. Une amie française. Et elle me dit, est-ce que je peux te trouver un petit nom? Parce que je n'arrive pas à dire Aïssatou. Donc, elle me dit, est-ce que je peux t'appeler Tissou?
En 1984. Imaginez, ça fait longtemps. Hein? Ouais. Je lui ai dit oui et c'est resté. C'est resté. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Tissou. Donc, je l'ai adopté comme mon deuxième prénom. Parce qu'il y a des personnes même qui ne savent pas que je m'appelle Aïssatou. Ouais. Tout le monde dit Tissou, 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 dont mon nom d'auteur, Tissou Touré. Donc, voilà où est venu le Tissou. Et votre amie là, elle est où à l'heure là? J'ai plus de nouvelles, malheureusement. On était toutes petites. À l'époque, j'avais 9 ans. Donc, imaginez, cette année, je fête mes 50 ans, Inch'Allah, bientôt. Oui, on espère. Et donc, j'ai plus de nouvelles, malheureusement. Elle s'appelle Aurélie. J'espère qu'un jour, je pourrai la retrouver. Oui. Et... En tout cas, elle a laissé une empreinte dans votre vie. Tout à fait. D'Aïssatou à Tissou. Tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de Tissou, à part mes homonymes. J'ai quelques homonymes maintenant. D'accord. Qui s'appellent Tissou. Je leur fais un petit clin d'œil. C'est vrai que je ne suis pas la meilleure des homonymes parce que je ne les vois pas, mais je leur fais un petit coucou aujourd'hui. Oui. Elles savent que vous êtes là, c'est le plus important, quoi. Donc, coaching et développement personnel, parlez-nous de vos romans. Des romans. Ouais. Donc, le premier roman, malheureusement, je n'ai pas ramené d'exemplaire. Il s'appelle Tous les secrets de nos cœurs, au-delà des apparences, roman publié par l'Harmattan Guinée en 2019. Donc, ce roman, je l'ai fait parce que je traversais, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses très difficiles dans ma vie. Donc, je me suis dit comment est-ce que j'allais faire pour guérir? Comment est-ce que j'allais faire pour mettre des mots sur ces douleurs qui m'épuisent? Donc, dans ce roman, en fait, je vais parler de schizophrénie identitaire. Parce que j'étais tiraillée entre deux cultures. Ma culture française qui me permet de m'exprimer, de dire les choses que je ressens, et ma culture africaine, donc qui sénégalaise, guinéenne, de vous taire. Qui m'impose de me taire. Donc moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie au Sénégal aussi. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que j'étais tiraillée. Et moi, je suis une grande gueule, excusez-moi du terme. Je vais me dire les choses. Mais je dis les choses en essayant de ne pas blesser. C'est ça. Et donc, j'ai commencé ce roman en essayant de raconter ce que j'ai traversé, mais j'avais peur. J'avais cette peur tout le temps qui était là. Je me dis, déjà, je suis déjà fâchée avec mon papa. Si j'écris encore un livre, ça risque d'être un autre problème. Donc, dans le livre, vous verrez, je commence l'histoire et à chaque fois, je la change. Je dis, stop, je ne peux pas en parler parce que j'ai peur que. Finalement, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas juste dire ce qui t'est arrivé, ce que tu as traversé et dire comment tu t'en es sorti. Donc, ce livre parle vraiment de mes douleurs, de ce que j'ai traversé, de cette étiquette-là, fille d'eux, et qui nous empêche de nous réaliser ou qui nous empêche d'avoir des problèmes. Parce que l'humain est un peu difficile et complexe. On ne peut pas penser qu'une personne issue d'une famille riche peut avoir des problèmes, peut tomber et peut se retrouver du jour au lendemain sans rien. Donc, je parle de ça en disant arrêtez de juger les gens. Arrêtez d'imaginer des choses. Demandez, posez des questions. C'est tellement mieux de discuter avec une personne pour savoir où elle se situe. Et même ces personnes, il y a certaines personnes avec qui j'ai discuté, mais elles ne me croyaient pas. Par exemple, il y a des gens qui pouvaient venir me demander de l'aide. Je leur dis, je ne peux pas, mais ne me croyez pas. Me disaient, dis plutôt que tu ne veux pas m'aider. Donc, vous imaginez un peu. Et comme je l'ai dit, ce livre est sorti. Et malheureusement, il y a des personnes qui l'ont sorti de son contexte, qui sont allées déformer ce que j'ai mis dedans et rebelote. Un autre problème encore avec mon papa. Mais Dieu merci, j'ai eu l'opportunité de lui expliquer vraiment la profondeur du livre et tout se passe bien avec lui aujourd'hui, Dieu merci. Le deuxième livre, qui s'appelle Vivre de bonheur, c'est mon projet de vie. D'accord. C'est mon projet de vie, il a été publié cette année. Mais l'essence de Vivre de bonheur, c'est justement quand je traversais ces moments difficiles, parce que ce qu'il faut savoir, quand j'ai sorti mon premier livre, je pensais que j'étais guérie. Je n'étais pas du tout guérie. C'était un leurre. Je suis replongée encore dans des problèmes. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir vraiment de là et pouvoir aider les autres? Donc, le premier livre m'a aidé à devenir coach. C'est là que j'ai décidé de me certifier coach. Donc, j'ai suivi une formation, je me suis certifiée coach. Et ce deuxième bouquin, j'étais un jour à une formation, il y a quelques années, et on nous a demandé de trouver une marque personnelle. D'accord. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de vivre de bonheur. Mais le bonheur, pas le bonheur que tout le monde définit comme en pensant qu'il faut
il faut avoir une belle voiture, une belle voiture, de beaucoup l'argent, d'argent dans son une belle contenance. maison. Exactement. Ouais. Le bonheur, il est d'abord interne. Donc, lors de cette formation, j'ai dit, je veux vivre de bonheur. Et je me suis dit, mais le vivre là, qu'est-ce qui pourrait être pour moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à définir exactement. Et c'est comme le bonheur, je l'ai mis en 2 mots, si vous voyez. C'est bon et heure. Donc, vivre de bonheur, c'est un acronyme. Chaque lettre veut dire quelque chose. Et ce sont les étapes que j'ai franchies, que j'ai faites pour me sortir de la situation difficile et de me dire, OK, les épreuves, ça arrive. Les problèmes, ça concerne tout le monde. Mais le plus important, c'est de continuer d'avancer. C'est ça. Et donc, Vivre de bonheur, c'est un roman. Je raconte l'histoire d'une famille dont la vie va basculer, notamment le papa, qui va être trahi par son meilleur ami et par sa femme. D'accord. Et il va se retrouver en prison du jour au lendemain. Donc, imaginez, et quelqu'un qui avait énormément d'argent. D'ailleurs, les gens commençaient à me dire, oui, est-ce qu'il s'agit encore de ton histoire? Je vous dis, ce n'est pas mon histoire, ça n'a rien à voir. Je me suis inspirée des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Je me suis inspirée forcément de ce que j'ai appris dans mon parcours. C'est ça. Et j'ai monté cette histoire-là. Et j'ai fait beaucoup de clins d'œil à beaucoup de gens dans ce livre par rapport à des problèmes de société. Donc, j'aborde énormément de problèmes de société et de dire aux gens, d'accord, vous avez des problèmes, votre vie peut basculer du jour au lendemain, ce qui m'est arrivé, mais le plus important, c'est de rester sur le chemin et d'avancer. Et donc, Vivre de bonheur, c'est un outil de coaching que j'ai développé qui permet à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie un jour de pouvoir continuer ce cheminement, même si cette douleur est là. Parce que la douleur, il faut savoir ce qu'on en fait. Et les émotions aussi que nous vivons, il faut savoir ce qu'on en fait. Il ne faut pas les refouler. Il faut les vivre pleinement. Le plus important, c'est vraiment, comme je dis, de continuer son cheminement. Et donc, Vivre de bonheur, le livre, un outil de coaching, ma mission de vie. Et le 30 mai, Inch'Allah, il y a la conférence Vivre de bonheur en se libérant de ses chaînes intérieures. D'accord. On espère assister à cette conférence. J'espère. Que vous préparez déjà. On va en parler tout à l'heure. Donc, comment se passent vos coachings? Comment se passent mes coachings? Donc, il y a plusieurs façons. Donc, déjà, avec les entreprises, moi, ce qu'il faut savoir, je ne fais pas de formation, juste des formations. Quand une entreprise me contacte et me dit, écoute, je voudrais que tu nous fasses une formation en management et leadership, je leur dis, je ne vais pas faire juste la formation, je vous fais un programme d'accompagnement. Parce que la plupart du temps, les entreprises font venir des formateurs ou prennent des formateurs dans le pays concerné. Ils font la formation et ils laissent les gens livrer à eux-mêmes. Il ne peut pas y avoir d'impact, ce n'est pas possible. Parce que les gens vont retenir... Au sortir de la formation, c'est encore frais, mais et après. Donc, il restera peut-être 10% de la formation et encore. Donc, c'est des programmes, ce sont des programmes de formation que moi, je propose. Donc, je fais toujours un diagnostic de départ. Je fais la formation, je fais un retour d'expérience à peu près un mois et demi après. Et après, je fais mes programmes de coaching. Donc, les programmes de coaching, ça peut être des programmes individuels, comme ça peut être des programmes en groupe ou en équipe. Donc, comment ça se passe? Il faut venir faire une formation et un coaching. Mais en fait, c'est vraiment une relation de confiance qu'il faut créer avec la personne qu'on accompagne. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un coach n'est pas là pour vous donner une réponse. Le coach va vous accompagner à puiser au fond de vous, à vous poser des questions et à se dire, OK, face à cette situation, comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Donc, le coach est là en tant que guide, en tant qu'accompagnateur, en vous disant, voilà, si tu es face à cette situation et te pose les questions pertinentes qui te permettent de puiser au fond de toi et de trouver tes propres réponses. Donc, voilà comment se passent les coachings. Et donc, moi, aujourd'hui, mes coachings, j'utilise beaucoup Vivre de bonheur. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas. Et là, maintenant, il y en a une qui est à Dakar que je suis. C'est la seule pour le moment à qui j'ai dit, écoute, on est en train de tester Vivre de bonheur sur toi. Et elle nous fera un témoignage le jour de la conférence. Parce que c'est une personne qui s'est transformée, mais totalement. Et honnêtement, je suis fière d'elle parce qu'elle est partie d'un stade critique. D'un rien à tout aujourd'hui. Elle se prend en main, tout à fait. Super. Et vous parlez de résilience et vous êtes quand même formatrice, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vivre de bonheur, on en a parlé. Donc, vous parlez souvent de résilience. Quel rôle ça joue dans votre accompagnement quand vous accompagnez les gens? La résilience. La résilience, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, dans la vie, les problèmes
font partie de la vie. C'est ça. Les épreuves font partie de la vie. Ça peut pas être toujours beau, ça peut pas être toujours bien. C'est pas une ligne droite, la vie. C'est ça, la vie. Ouais. Et donc, cette résilience, si on ne l'a pas, le fait de se dire, OK, j'accepte ce qui m'arrive, je continue d'avancer, mais qu'est-ce que je mets en place pour justement continuer d'avancer et me prendre en main? Donc, la résilience, c'est un mot qu'on utilise de gauche à droite. Mais pouvoir faire comment dire, que ça soit un sac à main pour chaque personne, je pense que c'est le message que je dirais, soyez résilients. Parce que justement, les épreuves arrivent des fois pour nous envoyer des messages. Mais malheureusement, la plupart des gens qui n'ont pas fait ce travail sur eux, quand ils sont face à un problème, ils se laissent absorber par ce problème-là. Et ils ne savent plus où donner de la tête. Et c'est ça qui les aspire et qui les met à terre. Ouais. Donc, la résilience, c'est se dire vraiment, OK, je suis face à une situation. OK, j'arrive à en parler. Donc, le V de vivre de bonheur, c'est se vider. Il ne faut rien garder. Ne gardez pas les choses. Si vous les gardez, forcément, elles vont vous engloutir. Ouais. Il faut en parler. Vous l'écrivez, vous parlez à quelqu'un de confiance, vous faites accompagner par un coach, par un psychologue, parce que ça aussi, c'est tabou dans nos sociétés, malheureusement. Justement. Alors que moi, j'ai été suivie psychologiquement à un moment de ma vie parce que ça n'allait pas. Mais il faut accepter qu'un psychologue, quand on va le voir, ça ne veut pas dire qu'on est fou. Ça veut juste dire qu'on est englouti par plein de problèmes, ça se bouscule dans notre tête et on a juste besoin de quelqu'un qui nous écoute sans nous juger et après pouvoir continuer. Donc, résilience, faites-en un sac à main, je dirais. D'accord. Quelles sont les blessures invisibles que vous rencontrez souvent quand vous coachez les femmes? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Les blessures invisibles, il y en a énormément. Ça peut partir de l'enfance. Vous imaginez? Donc, dans mon livre, j'en parle. Les mots qu'on dit aux gens peuvent être des plaies. C'est ça. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas longtemps, avant de revenir sur les blessures invisibles, il y a des personnes, plusieurs personnes qui m'ont fait des remarques. Et je me dis, heureusement que j'ai les outils aujourd'hui pour dépasser ça. Ouais. Parce que j'avais perdu énormément de poids, 20 kilos. Et j'ai commencé à en reprendre. Mais ces personnes ne savent pas pourquoi j'ai repris du poids. Et venir balancer à la face de quelqu'un, « Ah, mais tu as repris du poids, tu as grossi. » Même des membres de ma famille, ça m'a touchée. Parce que je suis en train de passer par une période, on va en parler, la ménopause. Malheureusement, nous, femmes, Dieu a mis tout ce qui est, je ne sais pas pourquoi c'est nous qui endossons tous ces problèmes-là, mais la ménopause, c'est une partie de notre vie qui est très difficile à supporter. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, j'ai repris du poids, j'ai repris 8 kilos, je n'ai pas honte de le dire, parce que justement, je traverse cette période-là. Et donc, ces blessures-là, ces chaînes invisibles, ça peut être des épreuves qu'on a vécues à l'enfance. Imaginez un enfant qui a été malmené toute sa vie. On l'encourage jamais. Il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Fatima. Fatima, c'est la belle-mère de Mouni. Mouni, c'est un des personnages principaux. C'est la fille de Maf. Maf, c'est le monsieur qui se retrouve en prison. Et Fatima est exécrable avec Mouni. Elle est méchante avec tout le monde. Et il y a un passage où je dis, mais attendez, qu'est-ce que cette dame a vécu? Et là, je raconte dans ce livre que cette femme a été violée. Elle a été violée, maltraitée par son père. J'ai dit, donc quand vous êtes face à une personne qui fait du mal ou qui a un certain comportement... Donc, demandez-vous pourquoi. Voilà. Et cherchez... C'est pas de justifier ce qu'elle fait, mais c'est juste dire, il y a peut-être un problème si on regarde. Donc, ne jugez pas, dites juste il y a un problème et avancez. Continuez votre chemin, essayez de vous éloigner de la personne. Mais derrière chaque comportement, derrière chaque acte que l'on pose, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Donc, les chaînes invisibles, elles sont énormes. On en parlera justement le jour de la conférence. De la conférence, ça peut être du doute, ça peut être de la peur, ça peut être énormément de choses, ces chaînes invisibles, qui nous empêchent non seulement d'avancer dans notre vie personnelle, mais la plupart du temps aussi dans la vie professionnelle. On n'arrive pas à avancer parce que
justement, on porte une histoire lourde, on porte des douleurs qui sont là, on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Et c'est comme les parents on a des fois des parents qui sont là, qui ne savent pas trop comment gérer une famille parce que peut-être dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans leur vie de jeune adulte, ils ont vécu des choses. Donc ces douleurs, il faut savoir les identifier, mettre des mots dessus et se dire non, ces douleurs ne vont pas me définir, ces chaînes ne vont pas me définir. Je vais juste accepter d'être accompagnée, pourquoi pas, mais aussi de lire. Lisez beaucoup. Il y a aujourd'hui énormément de choses qui peuvent nous permettre de faire ce travail sur nous. Voilà. Super. Alors, formatrice en leadership et facilitatrice en intelligence collective, comment ces concepts peuvent s'appliquer concrètement aux entreprises africaines? Parce que tout naturellement, l'Afrique, l'Europe, vous avez balancé entre les deux atmosphères, vous savez ce que ça fait, quoi. Oui. En fait, je suis, donc là, justement, je tiens à préciser, je suis formatrice en management leadership. D'accord. En relations expérience client, en communication orale et en soft skills, tout ce qui est compétences comportementales, qui aujourd'hui est le socle pour permettre vraiment à toute entreprise, à toute relation de bien fonctionner. Et je suis facilitatrice de l'intelligence collective. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'anime énormément de team building. Et faciliter l'intelligence collective, c'est d'être ici. Donc, je suis certifiée depuis le mois de novembre. Je le fais depuis longtemps, mais je tenais à être certifiée parce que, comme je dis, j'aime bien être légitime dans ce que je fais. C'est ça. Et facilitatrice de l'intelligence collective, c'est d'être un facilitateur, une personne qui peut mettre des gens ensemble, qui puissent travailler et de pouvoir ressortir la force de ce groupe-là. D'accord. Et il y avait quoi d'autre encore, vous m'avez dit? Donc voilà, c'est ce que je fais, mais je ne me rappelle plus de votre question en fait. Donc, je disais en fait, comment ces concepts-là peuvent s'appliquer concrètement dans les entreprises africaines? Comme ça devrait se passer partout, en fait. Il faudrait juste que les dirigeants, les DRH et les personnes qui sont responsables des entreprises puissent dire « les gens ont besoin d'être accompagnés ». Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en Guinée, au Sénégal, en tout cas les pays que j'accompagne, qui voient l'importance de la formation et l'importance du développement des compétences des personnes, qu'elles soient des compétences techniques ou des compétences humaines. Donc, il faudrait que ces dirigeants et ces DRH acceptent de se dire que l'humain est au centre de tout ce que nous faisons. C'est ça. C'est bien beau d'aller donner des objectifs aux gens, leur dire « atteignez vos objectifs ». Mais si vous ne les accompagnez pas pour qu'ils atteignent ces objectifs, ne soyez pas surpris qu'il y ait des problèmes et que l'environnement de travail ne soit pas sain. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises. J'adore les suivre, je les suis beaucoup sur les réseaux. Ils créent des environnements sains. Et c'est ça, je vais dire, le secret. Lorsqu'on crée des environnements sains, lorsqu'on permet aux gens de pouvoir s'exprimer, de dire exactement ce qui va et ce qui ne va pas, sans pour autant les materner ou dire oui, on récupère le problème de tout le monde. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste pouvoir créer un cadre d'écoute, un cadre où les gens peuvent déposer des fois les problèmes et de se dire « je suis écouté ». Donc, la formation, faire des séminaires, des team building pour pouvoir rebooster les équipes, c'est très important. Et aujourd'hui, en Afrique, notamment en Guinée, ça se développe de plus en plus. Mais pour ça, il faut que les gens soient informés. Si les gens ne sont pas informés ou s'ils n'acceptent pas aussi d'être informés, forcément, ils ne peuvent pas changer leur structure. C'est ça. Voilà. Quelle est votre définition d'un leader authentique? Un leader authentique? Déjà, un leader, tout le monde se dit leader aujourd'hui. Oui, tout le monde peut être leader. Mais un leader, c'est quelqu'un qui est là et qui nous inspire et qui nous permet d'avancer. Et authentique, je parle beaucoup d'authenticité. L'authentique, le leader authentique, c'est quelqu'un qui a certaines valeurs, les vraies valeurs, et qui les reproduit dans sa façon de manager et d'être leader. Souvent, on confond management et leadership. Et leadership, oui. Un manager n'est pas forcément un bon leader. Et après, dans le leadership, il y a plusieurs niveaux de leader. Il y a des leaders exécrables et comme il y a des leaders modèles. Donc, pour moi, un leader authentique, c'est un modèle. C'est une personne qui s'efface pour permettre aux autres de briller, pour permettre aux autres
on leur montre le chemin et ça doit être un modèle et un guide, tout simplement. Et cette authenticité, elle se travaille. C'est pas besoin de faire semblant, pas besoin de montrer ce qu'on n'est pas. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens montrent ce qu'ils ne sont pas. Ils vont dire des choses alors que les valeurs qu'elles portent, ce n'est pas. Donc, c'est d'être aligné. C'est d'être aligné dans nos pensées, dans ce qu'on ressent dans le cœur, dans nos actes, dans nos paroles, qu'il n'y ait pas un décalage. C'est ça, être un leader authentique. Être aligné complètement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on montre aux gens. Super. Voilà. Donc, on est en train de rebondir entre coaching, formation et puis livre. Hein? Donc, en lisant vos 2 romans, qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent vraiment? Pour le premier déjà, c'est se dire, vous avez vu le titre, c'est tous les secrets de nos cœurs, de nos cœurs. Je n'ai pas dit de mon cœur. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Mais quand on a des problèmes, on oublie que les autres ont des problèmes. On est focalisé sur nous. Et moi, à un moment, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais tellement dans mes problèmes que pour les autres, ils n'ont pas de problème. Non. Donc, tout le monde a des problèmes. Tout le monde passe des épreuves difficiles. Mais le plus important, c'est se dire, je continue d'avancer. Et aussi de dire, arrêtons de juger. Arrêtons de pointer du doigt les autres. On ne sait pas ce que l'autre vit. Arrêtons comment dire ça? On est souvent là en train d'imaginer tout et n'importe quoi. Donc, dans le premier roman, vous avez des problèmes, c'est normal, mais continue d'avancer et arrête de juger les autres. Vivre de bonheur, c'est la même chose. C'est juste que là, c'est un roman. Le premier, je raconte mon histoire. Le deuxième, c'est un roman. J'ai pris plusieurs histoires que j'ai mis dans un roman. Mais c'est se dire, oui, pareil, on a des problèmes, mais il faut continuer aussi d'avancer. Donc, c'est vraiment la suite logique de tous les secrets de nos cœurs. Et vivre de bonheur, pareil, tout le monde a des difficultés dans la vie. Mais il faut accepter. Il faut accepter d'en parler. Il faut se dire que oui, parce que des fois, quand on a des problèmes, on refuse de l'accepter. Accepter d'avoir des problèmes, l'intégrer. Et en disant, oui, j'ai des problèmes, mais j'ai aussi une solution. Et surtout reconnaître les bénédictions qu'on a déjà dans notre vie. Bien sûr. Parce que la plupart du temps, quand on a des problèmes, on oublie que, par exemple, on est encore en vie. C'est le minimum. Ou qu'on peut manger. En santé. Qu'on est en bonne santé. Okay. Et quand on voit certaines personnes qui ne peuvent même pas manger, qui sont clouées dans le lit. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et ensuite, c'est de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour nous sortir de ces problèmes-là. Donc, quelle personne pourrait m'aider? Quel environnement il faut que je change peut-être? Et accepter justement de recevoir ces solutions-là. Mais pour ça, il faut accepter de laisser partir certaines choses. Bien sûr. Si on s'accroche à une situation, on veut une autre situation et qu'on refuse de lâcher cette situation, mais forcément, on ne recevra rien du tout. Et le plus important, c'est dire Alhamdulillah, je suis en vie, et dire je suis qui je suis aujourd'hui. Voilà le vivre de bonheur. Je vous ai un peu décrit le process par lequel il faut passer. Et le bonheur, c'est, comme je disais, tant qu'on reste dans le bon, dans le bien, dans la bienveillance, dans l'authentique, on peut attirer que ça. Donc, essayons du maximum qu'on peut. On est des humains, on fait des erreurs, on peut mentir. Mais il faut accepter de se dire, oui, j'accepte de soigner ce défaut, par exemple. Et le bonheur, comme l'heure, le temps, quand quelque chose nous arrive, il faut se prendre en main très, très tôt, de très bonne heure. Et lorsqu'on fait ce cheminement vivre de bonheur, on ne peut que vivre de bonheur, le vrai terme. Donc, voilà. Super, alors, hein. Vous avez coaché plusieurs personnes, notamment on va porter l'accent sur les femmes. Hein. Quelles sont selon vous les barrières les barrières, par exemple, tout ce qui se passe dans la société africaine, une personne, par exemple, une Madame Diallo que vous avez coachée, qu'est-ce qu'elle vous dit concernant son foyer, concernant sa société, concernant ce qu'elle vit au travail? Qu'est-ce qui est le plus raconté par les femmes quand elles s'expriment? Déjà, c'est cette charge mentale. D'accord. La charge mentale revient souvent. Les femmes, elles portent tout. Elles portent le monde. Celles qui sont mariées doivent s'occuper de leur mari, des enfants, si elles ont la chance d'en avoir, du foyer, du travail, pour celles qui travaillent, les problèmes des autres. Donc, elles ont une charge mentale qui est là, qui n'est pas du tout
comprise par d'autres femmes, hein, Ouais. d'ailleurs, nos oui, aînés. surtout. Et par les hommes aussi. Donc, il y en a beaucoup qui ne se font pas aider par leur mari, par exemple. Moi, ça me fend le cœur. Il y en a énormément qui ne sont pas aidées. Elles doivent tout faire. Elles se lèvent à des heures terribles. Elles doivent préparer tout le monde. Elles ne pensent même plus à elles pour certaines. Donc, à un moment, je me dis, il faut s'arrêter, quoi. Il faut dire, OK, stop, qu'est-ce que je fais? Mais malheureusement, on est dans des sociétés patriarcales, il faut le dire, où pour beaucoup de personnes, c'est tout à fait normal que des femmes vivent ce qu'elles vivent. Mais après, il y a une histoire de choix, comme je dis. OK, il y en a qui ont le choix d'alléger leur vie et se dire aujourd'hui, stop, je ne veux plus ça, qu'est-ce que je fais? Mais il y en a d'autres qui disent, OK, malheureusement, je n'ai pas le choix, je suis obligée de continuer dans ça. Mais de toute façon, c'est ce que maman a fait, ma grand-mère a fait. Donc, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est la société elle-même qui doit dire, écoutez, il y a un mal profond qui est là. Les femmes, elles endurent énormément. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces dames-là? Donc, c'est vraiment d'informer déjà dans les communautés individuellement, dans chaque famille qui ait ce dialogue-là. Mais pour ça, oui, le boulot est énorme. Hein. Mais je pense qu'il faut commencer. Et nous, à notre petite échelle, on essaie déjà. Moi, j'accompagne énormément de femmes qui explosent en larmes, en fait. Il y a des années qu'elles veulent parler, elles n'y arrivent pas. Mais le jour où déjà elles font ce premier pas de vouloir être écoutées, bah, Dieu merci, c'est déjà un premier pas. Ou le jour où on se dit, j'ai des problèmes, c'est ça le premier pas. Accepter qu'on a des problèmes et se dire, oui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me sortir de là? Malheureusement, nos sociétés sont difficiles, pas que en Afrique, hein, partout. Partout. La femme porte le monde. La femme porte énormément de douleurs. La femme porte énormément de chaînes invisibles et visibles même. Oui, visibles même. Voilà. Et en leur parlant, quel est le potentiel que vous voyez en elles? Toutes les femmes sont exceptionnelles. Il n'y a pas longtemps, aux 72 heures du livre, on a parlé de la puissance féminine. La puissance féminine. Eh bien, les femmes sont puissantes. Mais toutes les femmes sont puissantes. C'est qu'elles ne s'en rendent juste pas compte. Une femme, quand elle se lève pour quelque chose, elle l'obtient. Et elle le fait. Moi, je suis tellement touchée. Des fois, quand je suis dans ma voiture, que j'arpente les rues, je les observe. Mais le jour où les hommes vont reconnaître que la femme est une battante, que la femme mérite d'être respectée, que la femme est puissante, je vous jure, le monde se porterait mieux. Et je pense que dans tous les pays, ce sont des femmes qui devraient être au pouvoir. Parce que, je dis raison, les femmes, c'est le cœur qui parle. Les hommes, c'est la tête. C'est pas pareil. Bien sûr. Le cœur, quand on est sur le cœur, on a des émotions, on a pitié des gens, et la façon dont on agit est plus humaine. Exactement. Alors que les hommes, c'est un peu mécanique, je dirais. C'est voilà, c'est ça, c'est la règle. C'est ce qu'il faut faire. Que ça casse, ça passe, c'est ça. Fait. Mais vraiment, les femmes, elles sont à encourager, à féliciter. Et qu'elles acceptent de se dire, oui, elles ne sont pas des superwomen. Quoique, elles le sont, hein. Mais c'est se dire, oui, j'ai mes moments de faiblesse. Moi aussi, j'ai droit à me reposer. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de ne pas porter toutes ces charges sur moi. Et j'ai le droit de souffler. Donc, ce serait bien qu'on puisse mettre en place un espace pour les femmes en Guinée où elles peuvent juste venir déposer ces charges-là. Ça se fait déjà, je pense. Hein. Mais si on se mettait tout ensemble et on pouvait proposer cet espace-là, une maison pour les femmes, juste pour les femmes, pour que quand elles en ont ras-le-bol, qu'elles viennent se poser là et souffler une journée, souffler 2 journées, pourquoi pas. Mais pour ça, il faudrait que les mentalités changent. C'est ça. Donc, on est, disons, presque à la fin de cette première partie. Si vous pouvez dire quelque chose à Tissou d'il y a 20 ans, pas d'il y a 20 ans, mais Tissou... Il y a 20 ans, j'avais quel âge il y a 20 ans? J'avais 30 ans. Non, Tissou de 20 ans. Quand j'avais 20 ans? Oui, quand vous aviez 20 ans. Ah, d'accord.
Quand j'avais 20 ans, j'étais où même S'il y a Tissou de 20 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Rien. Parce qu'en fait, je suis passée par des stades de ma vie. Il fallait que je passe par là. Est-ce que Tissou de 20 ans savait que forcément, elle allait vivre tout ce qu'elle est en train de vivre maintenant? C'est pour ça que je dis, j'allais lui dire, vis ta vie, avance. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. C'est ça. Reste qui tu es, reste authentique. Garde cette humanité que tu as en toi. Parce que depuis toute petite, ça, je l'ai pas changé. Malgré qu'on m'ait fait du mal, malgré que je me suis fâchée avec énormément de gens, malgré peut-être que j'ai fait du mal aussi aux autres personnes. Mais je suis restée la Tissou, l'unique. Je veux dire, on est chacun unique, on est chacun différent. Donc, j'allais lui dire, reste tel que tu es, fais toujours le bien, comme tu l'as toujours fait, reste authentique, bon, sois un peu moins folle quand même, mais continue d'avancer parce que de belles choses arrivent. Toujours. Voilà, tu vas rencontrer énormément de problèmes, mais c'est pour ton bien. C'est ça. Et parle-nous de la conférence qui se pointe le 30. Donc, le 30 mai, à Onomo Hotel, j'organise une conférence où il y aura à peu près 150 personnes. Il y a déjà pas mal d'inscrits. J'ai des partenaires qui m'accompagnent. Et cette conférence, en fait, elle devait d'abord se passer à Dakar. Parce que mon livre a été édité par l'Harmattan Sénégal, puisque j'étais plus présente à Dakar, parce que ma vie est à Dakar, elle passe son bac, donc il a fallu que je reste à côté d'elle quand même. Et finalement, aux 72 heures du livre, Sansi Kaba, que je dis bonjour au passage et que je remercie, m'a dit, Tissou, pendant les 72 heures, il faut que tu aies un stand. Tu ne peux pas faire juste une dédicace. Et ton stand, et tu verras ce qui va se passer. Et effectivement, il avait vu juste. Il a vu un peu ma folie. Et donc, j'ai eu mon stand pendant 3 jours. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui sont passées sur mon stand. C'était magique, mais vraiment magique. J'ai eu énormément de monde. Et quand j'expliquais aux gens que j'allais faire une conférence bientôt à Dakar, ils m'ont tous dit, mais pourquoi est-ce que c'est Dakar? Pourquoi pas la Guinée? Et je me suis dit, ils ont raison. Je suis quand même guinéenne. Même si le livre a été édité au Sénégal, je suis quand même guinéenne. Donc, c'est là que j'ai pris la décision d'annuler Dakar et de commencer faire la toute première conférence Vivre de Bonheur à Conakry. D'accord. Donc, j'avais que quelques semaines pour l'organiser, mais moi, je fais toujours les choses avec folie. J'aime pas... c'est ce qui fait ma spécificité. Les gens ont commencé à me dire, mais tu es folle, tu vas faire une conférence et bientôt, tu n'as rien. J'ai dit, si ça doit se faire, ça se fera. Hein. De toute façon, elle se fera. Même si c'est avec 2 personnes, je ferai cette conférence. Et donc, cette conférence, on va parler de chaînes invisibles. On va parler d'environnement sain de travail. On va parler de relations humaines. On va parler de l'humain, tout simplement. Et on va parler du livre. Donc, il y aura le livre. Donc, dans le ticket d'entrée, il y a un livre disponible. Il y a énormément de surprises. Je n'en dis pas plus. Il y aura des interventions. Il y aura des panels. Il y aura un cocktail dînatoire. Des témoignages, comme vous l'avez dit. Témoignages, oui. Et j'invite vraiment tout le monde à y participer. J'invite les entreprises qui souhaitent faire partie de cette aventure à nous rejoindre. J'en ai déjà pas mal qui nous ont rejoints. D'accord. Et je leur dis déjà merci. Et j'aurai une occasion pour les remercier officiellement. Et Vivre de Bonheur, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est ma mission de vie aujourd'hui. J'ai 50 ans cette année, Inch'Allah, et je pense que le reste de ma vie, je parlerai de Vivre de Bonheur. Donc, ça a été le livre. Ce sont maintenant les conférences. Ça va être des retraites. Ça va être des formations. Donc, le reste de ma vie, Inch'Allah, je me consacre à accompagner le maximum de personnes à vivre de bonheur. Mais pas vivre de bonheur, l'expression, à faire ce travail sur eux pour se dire, OK, j'ai des difficultés, mais je reste debout et je continue d'avancer. C'est ça. Voilà. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, j'ai sur ce plateau Madame Tissou Diallo, coach, écrivaine, formatrice, elle a plusieurs casquettes. Nous allons directement aller avec le confessionnal pour la deuxième phase de cette rubrique, tout à l'heure après le générique.
Nous voici dans le confessionnal pour des questions un peu plus particulières. Madame Tissou, vous me regardez comme ça. Quand mes invités, quand je dis le confessionnal, celle-là, elle me prépare quelque chose. Non, ce sont des questions plus simples, plus particulières à vous, quoi. On verra. Ouais. Alors, qui est Madame Tissou à la maison, dans la vie de chaque jour? Qui est-elle réellement? Oh, Tissou s'occupe d'elle aujourd'hui. D'accord. J'ai la chance d'avoir de grands enfants, donc je m'occupe de moi. Tissou, c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle veut. Tissou, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Oui. Tissou, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, mais toujours avec bienveillance. Tissou, c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui dire non, parce qu'avant, je ne disais pas non. Tissou, c'est quelqu'un qui vit sa vie, tout simplement, qui se bat pour réussir à faire ce qu'elle aime faire, à incarner les valeurs qu'elle prône. Et Tissou, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de respecter tout le monde, de l'enfant à l'adulte. À l'adulte. Voilà. Donc, c'est Tissou. C'était quoi votre rêve d'enfant avant? Vous savez ce que je voulais être? Je voulais être hôtesse de l'air quand j'étais enfant. C'était mal parti ou bien parti, je ne sais pas quoi le dire. Mais maintenant, là, je voulais être hôtesse de l'air. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime bien les avions. On a eu la chance d'énormément voyager. D'accord. Et donc, moi, j'étais impressionnée par les stewards, les hôtesses de l'air. D'ailleurs, toute petite, il y a un steward dans la compagnie Suisse Air à l'époque, qui s'appelait Bouba, je m'en rappelle encore. Un monsieur formidable, il doit être très vieux maintenant, ou peut-être mort, j'en sais rien. Mais il m'avait fascinée. Et j'ai dit, ben moi, je vais être hôtesse de l'air. Et j'étais toute petite à l'époque. Voilà. Et on voit que ça ne s'est pas réalisé. Bon, c'était quand même un rêve. Bah, je suis quand même un peu hôtesse de l'air, quand même. Je m'occupe des gens. Bien sûr. J'essaie de faire plaisir, parce que j'aime beaucoup faire plaisir. Oui, de toute façon, le travail des hôtesses de l'air, c'est de guider, d'apporter, de conseiller. Tout à fait. Donc, c'est ce que vous faites. Voilà. Bien sûr. Je suis hôtesse de l'air. De votre propre vie. Exactement. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur? Oui. Est-ce que j'ai une peur, moi, sur cette terre? Je dirais Dieu. C'est juste que tout ce que je prône, ces valeurs que je prône, qu'un jour, je passe à côté, en fait. Mais pour ça, il faut que je perde la tête, quoi. Parce que je prône des valeurs, j'essaie au maximum de les appliquer, j'essaie au maximum de ne pas blesser. J'ai pas vraiment une grande peur. La seule peur, c'est que je puisse m'éloigner peut-être de Dieu. Parce que je suis très croyante. Ne me voyez pas comme ça. Je suis très croyante. Je suis très dans le spirituel. Et c'est que cette partie de moi me lâche un jour. Un moment de ma vie, j'ai failli le lâcher d'ailleurs, quand j'étais plongée dans mes problèmes. Ça arrive. Ça arrive. Et quand j'étais en dépression et en suivi. Et c'est là que je me suis tournée vers le Seigneur, vers cette puissance, qu'on peut l'appeler Allah, Dieu, tout ce que vous voulez. Personne n'est allé pour venir dire qui il est. Mais moi, c'est pour ça que je respecte toutes les religions et j'en parle dans mon livre. Mais je me suis tournée vers lui. Je lui ai parlé. C'est pas dire je prie, hein, parce qu'à un moment, j'ai arrêté de prier. Mais je me suis dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi la voie. Sors-moi de là. Et je pense qu'il m'a entendu. Parce que quand je suis passée par toutes ces phases, à chaque fois que j'avais une difficulté, et j'en parle dans le premier livre, il me montrait la solution. Mais à l'époque, je ne le voyais pas. C'est avec le recul, je me suis dit, il est là. Il est là. Il m'écoute. Il me guide. Et donc, ma plus grande peur, ce serait de m'éloigner de ça. Mais je ne pense pas que je vais m'en éloigner. Sauf si je perds la tête. Et je ne l'espère pas. On ne l'espère pas du tout. Parlez-nous de 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Hey, on commence par les défauts? Oui, s'il vous plaît. Les défauts. Quels sont mes défauts? Ça fait tourner la tête quand ça parle de nous. Mais il faut le dire. Je suis coach, mais c'est vrai que c'est un travail qu'on oublie parfois de faire en tant que coach. Je peux dire, par exemple, j'ai tendance à m'énerver des fois un peu trop vite. D'accord. Beaucoup moins maintenant, mais c'est encore quelque chose que je travaille. Je peux être agacée, très vite agacée.
parce que ça peut traîner ou quelqu'un peut faire quelque chose de pas bien. Donc, mais ça, comme je l'ai dit, il faut prendre le recul et ne pas se fâcher et ne pas juger surtout. Oui. Ça, c'est une de mes premiers défauts. Mon deuxième défaut, je dirais, c'est que j'ai tendance des fois à faire les choses à la dernière minute. Et ça m'épuise. Je pense que c'est un défaut. Oui. Il faudrait que j'arrive vraiment, mais c'est ma nature aussi. Peut-être que si je faisais les choses à l'avance, ça ne fonctionnerait pas. Oui, ça ne va pas réussir. Voilà, mais c'est un défaut. Honnêtement, c'est un défaut parce que ça me pompe mon énergie et ça m'épuise. Donc voilà mes deux défauts. Après, il y en a d'autres. Hein. C'est aux gens de me dire mes défauts. Peut-être que je ne les vois pas. Oui. Ou peut-être que je pense que c'est une force alors que non. Non, oui. Donc, ceux qui me suivent, là, dites-moi c'est quoi mes défauts. Mes qualités. Oui. Je dirais la première qualité, sans hésitation, je suis très généreuse. Je suis généreuse, j'ai énormément d'amour que je partage. Mais ma générosité aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu veux venir me mettre tes problèmes sur la tête. Non, je ne peux pas tout supporter. Voilà, je peux te guider. Donc ça, c'est l'une de mes premières. Donc générosité, gentillesse, je les mets ensemble. Oui. Ma deuxième qualité, je suis très bienveillante. Mais énormément. J'attache énormément d'importance à la bienveillance. Parce que même quand on est fâché avec quelqu'un, la façon de le dire, c'est de la bienveillance. Donc, je fais très attention à ne pas blesser les gens. Je fais très attention aux mots que j'utilise. Oui. Je fais très attention aux actes que je pose. Parce que je me dis, comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Donc, je suis très, très attentive à ça. Et la troisième qualité, je suis humaine. Vraiment, c'est... Et c'est une très grande qualité parce que je suis humaine. Oui. Je peux regarder une personne qui a des difficultés, je peux pleurer. Tout simplement parce empathique, que je suis très empathique. Voilà, c'est le mot. Humaine, empathique. Je suis très, très empathique. Mais je suis empathique, mais je fais attention à ce que... Parce que nous, coachs, on absorbe énormément d'ondes. Ouais. Donc, je fais aujourd'hui, avant, quand j'ai commencé, après la séance, j'explosais en larmes, des fois. Mais je suis restée humaine et empathique, mais je sais me protéger quand même. Donc, voilà, si je pouvais donner ces trois qualités-là. Ça, c'est super. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande leçon de vie? Ma plus grande leçon de vie, oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'en ai tellement, mais la plus grande que je pourrais, c'est d'être tombée. C'est d'être tombée et de m'être relevée. C'est d'être issue d'une famille riche, d'être tombée, de n'a plus rien avoir et de pouvoir me reconstruire toute seule. Aujourd'hui, tout le monde pense que je me suis reconstruite grâce à ma famille. Grâce à, non. Ou que quand je suis arrivée à Oran, c'est grâce à. Ou quand tout ce que j'ai mis en place, c'est grâce à. Non. Tout ce que j'ai mis en place, c'est grâce à ma résilience. C'est grâce à ma force. C'est grâce à des amis qui m'ont dit « Tissou, tu peux le faire. Ouais. » C'est grâce à mon ex-mari Kémé, à qui je fais un clin d'œil, grâce à mes enfants et grâce à ma famille aussi, parce que je suis issue d'une grande famille, machallah, c'est formidable. Mais c'est grâce au Seigneur qui m'a toujours mis sur ma route des messages en me disant « Tu vas y arriver. » À décrypter, surtout. À décrypter. Oui. Et donc, c'est ma plus grande leçon de vie. C'est d'être tombée, mais à terre. Mais quand je vous dis j'étais à terre, c'est à terre. Et que je sois aujourd'hui debout, assise devant vous. Voilà, c'est ça ma plus grande leçon. Parce que quand on est issu d'une famille riche, on peut se casser la gueule. Et malheureusement, les gens pensent que quand ils ont de l'argent, que ça ne peut pas basculer. Votre vie veut basculer du jour au lendemain. Je ne le souhaite à personne. Mais essayons de faire le maximum de bien dans notre vie. Je pense que si j'avais été mauvaise, si j'avais fait du mal, peut-être que j'en ai fait, pas volontairement. Mais le plus important, c'est de dire « je regrette, pardon, excuse-moi ». Et ça, c'est une de mes autres forces. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Je sais demander pardon. Je sais reconnaître quand j'ai tort. Donc, voilà ma plus grande leçon de vie. Une avant-dernière, je vais dire avant-dernière question dans ce confessionnal. C'est quoi votre talent caché du public? Talent caché? Oui. Bah, moi, c'est pas caché, hein, tout le monde. Je suis une grande danseuse.
Ah, c'est pas caché. Bah non, c'est pas caché. Donc, qu'est-ce que vous appelez talent caché? Quelque chose que vous savez faire que les gens ne savent pas forcément. Qu'est-ce que je sais faire? Bah, les gens savent que je sais écrire, les gens savent que je sais danser, que je sais former. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Ah! Ouais. Je sais composer des chansons. Bon, ça rejoint l'écriture. Je sais peut-être chanter un peu, il paraît. En fait, je sais slammer un peu. Ah, vous avez même dû le slammer en slam. Donc, je sais slammer, mais D'accord. une de mes forces qui ne se voit pas, je peux tenir longtemps, je peux être épuisée, Ouais. mais tenir. Par exemple, et ça, tout le monde ne le sait pas. Des fois, je suis dans mes team building ou dans mes formations, je suis mais en train de tomber, mais on ne le voit pas parce que je suis tellement dans ma passion, dans ce que j'aime faire, que tout le monde me dit « Waouh, comment elle fait ?» Comment elle fait? Alors que quand je termine, mais je suis lessivée et j'ai besoin de 2 jours pour récupérer, quoi. C'est ça. Donc voilà, je pense. Donc, une avant-dernière maintenant, Encore? avec une somme de 500 millions, que feriez-vous? 500 millions. Oui. Amine. Que Dieu facilite l'obtention de cette somme. Que feriez-vous? 500 millions. De francs guinéens, ouais. Ça fait combien d'euros, ça? 50 000? Ouais, 50 000. Ouais, 49 000. Bah, me connaissant, mon problème, c'est que dès que j'ai de l'argent, je fais plaisir aux gens. D'accord. Et j'ai une de mes amies, Taïrou, à qui je fais un clin d'œil, qui est en France, Taïrou Bari, Madame Traoré, qui me dit tout le temps, mais pense un peu à toi. Pense un peu à moi. Donc, si j'ai cette somme aujourd'hui, je penserai à moi, je crois. Je m'offrirai un beau voyage pour mes 50 ans. Parce que je rêve de découvrir la Tanzanie. Et je pense que je m'organiserai un voyage en Tanzanie ou aux Maldives. Un petit clin d'œil à quelqu'un que j'appelle Maldives aussi. Maldives ou Tanzanie, je m'offrirai ce voyage-là. D'accord. Donc, tous ceux qui m'écoutent là, cotisez-vous. Hein. Cotiser, cotiser. Donc, pour ces 50 ans, un demi-siècle, c'est trop. Hein. Elle ne veut pas de gâteau. Non, c'est pas trop, c'est assez, on va dire. Oui, c'est assez. D'accord, comme vous voulez. Je suis encore là à 50 ans, Inch'Allah. Bien sûr, Inch'Allah, on l'espère bien. Donc, cotisons tous. On va envoyer Madame Tissou à Zanzibar. Zanzibar ou aux Maldives. Parce que j'adore la musique tanzanienne. J'écoute que ça aujourd'hui. Ah, super. Regardez la caméra. Et dites à tout le monde si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. Je suis toujours sincère. Toujours, toujours. Je pense que ça se voit dans mes yeux, ça se voit dans mes actes, ça se voit dans ma voix. J'essaie d'être sincère le plus que possible. Donc, j'ai été sincère du début à la fin. À la fin. Super. Donc, c'était le confessionnal, la deuxième phase. Cap sur la phase finale tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la phase finale de ce grand entretien. Une question pour Madame Tissou. Quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui aux jeunes filles, à toutes les femmes qui vous regardent, à qui vous êtes certainement un modèle pour ces jeunes filles? Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Je leur dirais tout simplement de croire en elles. De croire en elles parce qu'elles ont toutes les capacités en elles. C'est ça. Pour réaliser tout ce qu'elles veulent. Donc, croyez en vous, faites-vous confiance, regardez autour de vous qui peut vous accompagner, qui peut vous guider, trouvez-vous un mentor parce qu'il en faut. Il en faut. Lisez énormément, je vais vous fatiguer, mais lisez. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, on voit énormément de choses, des gens qui montrent leur vie, leur famille, ils montrent ce qu'ils veulent vous montrer, mais c'est pas ça leur vie. Ils vous montrent juste une petite partie de leur vie. Donc, ne croyez pas que tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vrai. Des fois, c'est pour avoir un nombre de likes, c'est pour avoir un nombre d'abonnés. Mais restez vous-même, restez authentique, croyez en vous. Gardez la foi, foncez et entourez-vous des bonnes personnes. L'environnement est très important. Vérifiez dans votre entourage tout ce qui est toxique, sortez-le de votre vie.
Voilà le conseil que je donnerais à ces jeunes filles-là. Un très bon conseil, c'est bien parti. Surtout la partie où vous avez dit, les réseaux sociaux, c'est pas une vie. Ce que vous voyez, ce n'est que du plafond. Donc, ce qui est en haut, on ne voit pas ça, quoi. On ne voit pas. Du Et tout. moi, pendant longtemps, j'ai menti sur les réseaux. Il y a plusieurs années où je montrais que ce que j'avais envie de montrer. Il y a plus de 10 ans. C'est ça. Voilà, je faisais croire à tout le monde que Ma j'allais vie est bien, rose. alors Ma vie est que je très belle. vivais l'enfer. Donc, c'est normal d'avoir des problèmes. Il faut juste dire, OK, j'ai un problème, j'accepte de sortir de ce problème. Et je vais sortir de Et ce je vais problème. en sortir. C'est ça. Y croire. C'était tout donc pour la rubrique Le Grand Entretien, mais je vais toujours rester avec mon invité sur ce plateau. Nous allons directement aller avec la troisième rubrique, qui est l'info de chez toi, pour traiter les informations fraîches qui se passent en Guinée aujourd'hui, tout à l'heure après le générique.